Bonsoir. Le sommet d'Istanbul, le président Alpha Condé est présent au coup d'envoi des travaux, un sommet pour affermir les relations entre l'Afrique et la Turquie. Circulation routière en Guinée, une période test réussie pour ces nouveaux agents de la police. À peine une semaine de déploiement, les résultats sont prometteurs. L'indiscipline a diminué sur nos routes. Consommés guinéens, des femmes de Kaloum excellent dans la saponification et la teinture. Une façon pour elles de valoriser la production locale. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est parti pour le sommet d'Istanbul. Il regroupe des pays en développement. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, prend part à ces travaux. Une occasion pour le chef de l'État de saluer la présence de la Turquie sur le sol africain. Sanassi Keita. L'Organisation de coopération économique et commerciale des 8 pays en développement a débuté ce 20 octobre 2017 à Istanbul, la capitale économique turque. L'objectif est de développer davantage les liens économiques entre les différents pays membres et d'améliorer substantiellement leur coordination au sein des organisations internationales. Invité à ces assises par Recep Tayyip Erdogan, le président en exercice de l'Union africaine rassure. En accueillant ces réunions du 8, vous avez encore une fois pensé à cette Afrique qui vous est chère et que j'ai l'honneur de représenter avec mes collègues africains ici présents. L'Union africaine que je préside en ce moment a de la Turquie l'image d'un pays qui jette sur nous un regard différent de ce qu'il nous voit en Afrique africain que des États à risque. Vos visites régulières en Afrique, le montant des instruments turcs dans nos pays, la présence de votre compagnie aérienne partout dans le continent sont des signes encourageants d'une dynamique renouvelée de coopération. C'est donc toujours avec espoir que nous suivons les travaux du D8 et avec joie que nous revenons dans la belle ville Istanbul. Mesdames, Messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, les défis évoluent à grande vitesse. Les règles de fonctionnement du commerce, des régulations financières ou normes industrielles sont toutes bouleversées par des développements technologiques majeurs. La nature même de ce que nous connaissons comme emploi moderne est en train de subir des bouleversements impressionnants. Pour toutes ces raisons, et certainement beaucoup d'autres, les thèmes de votre conférence qui marque le 20e anniversaire du D8 sont pertinents, à savoir accroître les opportunités à travers la coopération. Je salue votre volonté de placer le secteur privé au centre de ce nouvel élan. Ce sont les entreprises des pays du Sud qui devront créer les richesses et les capacités qui nous permettront une meilleure insertion dans l'économie mondiale. Le monde a besoin d'un équilibre qui prenne en compte une meilleure répartition des richesses. Mesdames, Messieurs, l'Afrique part dans ce combat avec des limites, mais aussi avec des atouts. Nous avons commencé à mettre de l'ordre dans nos affaires. Nous avons créé un cadre de référence sur l'Afrique que nous voulons dans le cadre de notre agenda 2063. C'est une démonstration d'ambition et d'ardeur. En fait, dans plusieurs fonds de négociation internationale, nous parlons désormais d'une seule voix. Nous avons décidé d'accorder la priorité à l'industrialisation, mais promis à notre manière, avec une part importante réservée à la modernisation agricole. Nous nous sommes désormais engagés à faire taire les armes à l'horizon 2020 et pour cela, à privilégier des solutions africaines aux problèmes africains. Nous nous concentrons sur la préparation de nos jeunes qui seront la plus grande force de travail de la planète dans les prochaines décennies. Accroître les opportunités à travers la coopération, c'est le thème choisi pour ce 20e anniversaire du D8. Plusieurs sujets importants ont été à cet effet évoqués par le président Alpha Condé, tels que la préservation de l'environnement qui reste surtout une préoccupation majeure pour l'Afrique. Notre préoccupation concernant l'environnement va au-delà de la simple défense de la régulation climatique. Bien sûr, que ceux les plus pollués doivent être au premier rang des responsables et des changements à apporter. Mais l'Afrique souffre le plus des misères qu'on a fait au climat, à l'ambition de contribuer aux solutions. Je suis moi-même ici avec mes collègues africains, impliqués dans les changements de comportement qui ouvriront la voie à plus d'investissements dans les énergies renouvelables. L'Afrique regorge de ressources renouvelables. Nous avons toutes les raisons du monde, y compris le fait que nous accélérons notre industrialisation à un moment où les prix des énergies fossiles sont au plus bas, dans le but d'amorcer progressivement une industrialisation verte. Mesdames, Messieurs, vous avez, pays membres, au début de votre parcours, défini le D8 comme une organisation qui devrait contribuer à promouvoir la paix plus que le conflit, le dialogue plutôt que l'enfrontation, la coopération plus que l'exploitation, la justice plutôt que les deux poids, deux mesures,
l'équité plus que la discrimination et la démocratie plus que l'oppression. Ces nobles idéaux sont pertinemment revendiqués par vous. Ils ne sont la propriété de personne. Ils font partie du patrimoine commun de l'humanité, tel que proclamé par les versets du Coran que nous enseignent que celui qui tue un homme tue toute l'humanité. Notre solidarité ne peut être jamais se départir du sort de ceux qui souffrent, tels que nos frères palestiniens. Nous n'acceptons pas non plus qu'on dénigre notre religion en l'associant au terrorisme. Notre lutte pour construire un avenir de bonheur pour nos peuples ne doit pas se laisser distraire par ce qu'on dit et par ceux qui souvent nous jugent négativement. Parlons plutôt de nos succès, de nos agissements et des actes que nous ne cessons de poser. Cet avenir de prospérité se fera avec nous tous. Le D8, avec le monde musulman, ne pourront pas en être absents. La présence de l'Égypte et du Nigeria au sein du D8 montre que le rôle de l'Afrique dans ce groupe est reconnu et rehaussé. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Mesdames, Messieurs, un proverbe africain illustre l'esprit que nous partageons. Ce n'est pas le long trajet qui arrête le voyageur, mais les petits cailloux dans sa chaussure. Nous pouvons marquer un point en l'expulsant, mais sans perdre de vue la longueur du chemin. Je vous remercie. Lancé le 15 juin 1997 à Istanbul sur le modèle du G20, D8 est une organisation qui regroupe 8 pays musulmans les plus peuplés. Le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Dans l'actualité encore, le génie chinois en exposition à Pékin, une visite guidée d'un grand musée a été organisée par le Parti communiste, ceci à quelques heures de son congrès. Une opération séduction pour convaincre les votants. Les partisans du président chinois reproduisent en 3D les acquis de la première mandature. Mahmoud Bari. Et autres nombreux curieux sont venus apprécier les acquis du peuple chinois durant le premier quinquennat du président Xi Jinping. Exposées dans un grand centre de Beijing, ces photos, accompagnées de projections en 3D, montrent la mise en œuvre des différents projets et programmes de développement ficelés et exécutés durant ces 5 dernières années en faveur du peuple chinois. Pour visiter ces différents stands, les invités ont mis des heures durant. Preuve de la grandeur des œuvres à voir, mais surtout des efforts abattus par le président Xi Jinping pour le retour de la nouvelle Chine sur l'échiquier international. Ces dernières années, nombreux sont les Chinois qui se frottent les mains à cause, dit-on ici, de l'ouverture de la Chine et des nombreuses innovations créées et soutenues par le président Xi Jinping. Par exemple, des infrastructures qui sont extrêmement développées. Je pense notamment au quartier à CBD, le Chinese Business District, qui est un quartier financier à Pékin. On voit des gratte-ciel qui sont absolument gigantesques. Le quartier de Pudong à Shanghai également. On peut voir ici aussi les trains à grande vitesse, qui ont été un réseau ferroviaire à grande vitesse qui s'est développé depuis ces 5 dernières années. Cette exposition a permis d'adhérer à l'engagement du Parti communiste chinois à sortir ce grand peuple de la pauvreté et d'atteindre le rêve chinois du grand renouveau de la nation. Les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont pas tous élucidés, mais comment éviter la répétition de l'histoire? À Berlin, des lieux de mémoire sont ouverts au public, parmi eux une maison qui permet de suivre l'histoire à la trace, la maison de Wannsee. Les livres d'histoire ne mentionnent pas son existence et pourtant elle a joué un rôle décisif dans la planification de la guerre. On découvre ce musée avec Aboubakar Kamara. Sous ces bois protectrices, la splendeur de l'horreur, la maison de la conférence de Wannsee, un lieu de mémoire et d'enseignement. Elle reçoit des centaines de visiteurs par jour. Sur ses murs, des photos et des textes révèlent les responsabilités et reconstituent dans les moindres détails les crimes du national-socialisme allemand des années 30 et 40. Cette salle, qu'on foule encore avec frayeur, a été le lieu de la répartition des rôles dans la déportation des Juifs. Le 20 janvier 1942, vous aviez ici une réunion de secrétaire d'État qui a traité des questions d'organisation de ce génocide. Donc qui était déjà en place, un demi-million de personnes qui étaient déjà mortes, mais alors une conférence qui a organisé comment les différents ministères, les différentes autorités peuvent travailler ensemble, peuvent s'aider l'un l'autre, aussi dans des compétences, mais aussi dans des collaborations, enfin pour organiser l'extermination des Juifs d'Europe.
Sur 11 millions de juifs recensés, 6 millions seront exterminés. Aujourd'hui, ce mémorial se veut pédagogique. Des jeunes esprits découvrent les désastres de l'endoctrinement, de l'extrémisme et de l'intolérance. Pour des intellectuels étrangers comme Lamine Camara, Wannsee, lieu de pèlerinage, est une école. Ce qui me frappe ici, en ce lieu de mémoire, c'est le nombre de jeunes que nous avons vus passer et repasser depuis que nous sommes là. Ils voient ce lieu, ils ont des photos, ils ont des documents, on leur fournit des explications et je crois que ça fait partie de leur éducation, c'est une page de l'histoire de leur pays qu'ils n'ont pas déchirée et qui forment leur esprit pour le futur. En tout cas que tous ceux qui passent par là, si un jour ils arrivent à gouverner ce pays, ils sont déjà aguerris contre le totalitarisme et je pense qu'ils sont bien armés pour le futur en visitant et en revisitant encore ce lieu de mémoire. Le musée de Wannsee remonte aussi la terreur à sa source. Les théories pseudo-scientifiques, préjugés et stéréotypes sur les caractéristiques physiques et psychologiques des races par exemple sont exhumés. Ici, la responsabilité des intellectuels et politiques est interpellée dans le maintien de l'harmonie sociale. Retour à Conakry, des équipements pour le Centre national de surveillance des pêches. C'est un geste du ministère des tutelles. L'objectif est d'équiper cette structure pour la rendre plus opérationnelle. Le don comprend également une vedette motorisée. Alassane Djogobari. Aussitôt sortie de la liste noire de l'Union européenne des pays tiers non coopérants, la Guinée avec ses partenaires ne lésine plus sur les moyens de surveillance et de sécurité pour ne plus retomber dans le lot des pays à pêche illicite. En témoigne cet important matériel acquis grâce à l'appui de la Banque mondiale ainsi que cette vedette motorisée baptisée la Sumba et qui porte à 6 le nombre de vedettes qui sillonnent désormais le long du territoire maritime guinéen en vue d'assurer sa surveillance contre ceux qui pourraient avoir la tentation du pillage de ses ressources halieutiques. Si ce matériel reçu va résoudre une partie de vos contraintes, c'est surtout le bon usage que vous en ferez qui encouragera nos partenaires à nous aider davantage. Je demande à la base bénéficiaire à l'utiliser rationnellement. Je réitère mes vifs remerciements à la Banque mondiale à travers le projet PRAO. Dans le lot des équipements, des gilets, des radeaux de survie, des balises de détresse, des GPS portables, des lampes longue portée, des pièces de rechange, pour ne citer que cela, le tout pour un coût total d'environ 75 000 $ américains. On mise sur la relève. Et là, le projet PRAO va tout faire pour la formation des jeunes afin que la relève soit assurée au niveau de la surveillance. Ces équipements convenablement utilisés permettront désormais aux équipages des vedettes de surveillance de mener des missions de patrouille hautement sécurisées en mer. Le comité intersectoriel fonctionnait ici un certain temps et cela avait produit des résultats. Puis, silence radio. Plusieurs mois après, les activités sont en passe d'être lancées. Des acteurs des départements de la santé et de la fonction publique échangent sur le sujet. Ils caressent même l'idée d'avoir une direction des ressources humaines de la santé. Aïssa Toussou. Comment relancer le comité intersectoriel élargir des ressources humaines en santé? La question est au menu de ces assises organisées par le ministère de la Santé en partenariat avec HFG, Health Finance and Governance. La rencontre réunit les acteurs de différents ministères et partenaires impliqués dans la gestion et le développement des ressources humaines pour la santé. Ce comité va essayer de faire le travail de plaidoyer, de maintenir le lien avec le comité de coordination qui est une plateforme élargie aux différents sectoriels. Cette rencontre vise à examiner et adopter les documents statutaires de l'instance de coordination. Il s'agit aussi de revoir et de mettre à jour l'arrêté conjoint d'une direction des ressources humaines en santé. Arrêté qui sera soumis à la signature des ministères de la fonction publique et de la santé. La direction, en fonction de ces différentes structures, son cadre organique va être meublé et ça va nous permettre de prendre en compte en temps réel les besoins réels pour le développement des ressources humaines. Les résultats attendus par
par rapport à ça, c'est qu'on ait un statut du comité intersectoriel qui sera assorti d'un règlement intérieur et auquel chacun des membres doit respecter par rapport à ça, et qu'à chaque fois qu'un problème de personnel s'oppose, qu'il y ait un comité de plaidoyer auprès des instances par rapport à ça, parce que vraiment il y a une insuffisance notoire de personnel de santé, surtout en milieu rural. La formation est appuyée par l'USAID à travers le projet HFG. Il faut signaler qu'après la signature de ce document, plusieurs organes consultatifs prendront part au comité intersectoriel élargi des ressources humaines pour la santé. Des organisations comme l'Ordre national des médecins, pharmaciens, sages-femmes et d'autres sont parties intégrantes du dit projet. Le système de sécurité sociale au cœur d'une communication à l'intention des journalistes. La rencontre va durer 2 jours. La démarche de la Caisse nationale de sécurité sociale vise à vulgariser leur méthode de travail. Maurice Condé. Médias publics et privés, cette vingtaine de journalistes se familiarisent avec les questions liées au système de sécurité sociale en Guinée. Ces 2 journées d'information sur la CNSS sont une embellie pour ces hommes de médias de connaître le régime de couverture sociale en vue de mieux informer et sensibiliser les populations sur les différentes prestations de l'institution. C'est le début d'un nouveau type de partenariat que nous souhaitons entre notre institution et la presse, qui sera à partir d'aujourd'hui porter la voix de la CNSS auprès des assurés en particulier et de l'ensemble de la population en général. La communication sur l'organisation, le fonctionnement et le financement de la CNSS, ainsi que sur les prestations servies et les conditions d'accès à celles-ci, est un moyen sûr de vulgariser la sécurité sociale auprès de nos assurés et de leurs ayants droit. Les risques sociaux, les formes de protection sociale, la déclaration, les opérations d'immatriculation des entreprises et employés, le versement des cotisations patronales et salariales sont des thématiques développées au cours de la première journée. La sécurité sociale, nous l'avons définie comme un ensemble de mesures publiques destinées à protéger les travailleurs salariés et leurs familles contre les risques sociaux. Ces risques sociaux sont la maladie, la maternité, les accidents du travail et la maladie professionnelle, l'invalidité, le décès, la vieillesse et les charges de famille. L'arsenal juridique de l'institution pour la gestion des contentieux de la sécurité sociale est la principale thématique détaillée pendant la 2e phase de la formation. Lorsque nous allons utiliser toutes les procédures de discussion, de conciliation pour amener les entreprises à se faire immatriculer, si cette procédure ne marche pas, nous utilisons bien entendu ce qu'on appelle la procédure contentieuse. C'est une procédure, comme je l'ai indiqué, qui consiste à contraindre l'employeur à saisir ses avoirs pour l'amener à se faire immatriculer à la caisse et à payer conséquemment les cotisations patronales et ouvrières. Nous qui sommes entre les décideurs et les travailleurs, ça nous permet de savoir comment écrire, comment diffuser des informations liées à la couverture sanitaire, à la couverture sociale, comment faire ces articles-là de manière à ne pas désinformer, mais plutôt à donner l'information vraie. L'historique de l'implantation de la sécurité sociale en Guinée, son évolution jusqu'à nos jours, l'assistance sociale, les fonds de prévoyance sociale, l'obligation de l'employeur, les régimes universels, rien n'a été occulté. Reportage signé Maurice Sidibé. Les opérations d'inscription et de réinscription se poursuivent dans les universités guinéennes. Un régime spécial accordé aux étudiants retardataires. Pendant ce temps, les cours ont effectivement débuté, car ce soir de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Francis Collier. Depuis le 16 octobre dernier, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia continue de recevoir les étudiants pour les inscriptions et réinscriptions. Pour le respect du calendrier des programmes d'enseignement, les autorités de cette université invitent les étudiants retardataires à se présenter pour le démarrage effectif des cours au niveau de tous les départements.
Nous sommes à plus de 80% de présence dans cette classe et nous avons déjà attaqué l'essentiel, comme pour dire que les choses sont en train de bien se passer. Et je voudrais aussi profiter de la télévision nationale pour inviter mes collègues assistants à reprendre le chemin des classes et à comprendre que les dispositions qui sont prises sont pour nous et pas contre nous. C'est une tradition pour l'Université générale Lansana Conté de démarrer les cours en début d'année à temps avec des professeurs expérimentés pour, n'est-ce pas, satisfaire aux exigences du calendrier. Il y avait certains assistants qui traînaient les pas, mais eux aussi, ils ont été convaincus de rejoindre le grand groupe et de faire en sorte que chacun soit au rendez-vous. Les étudiants déjà inscrits, conscients des conséquences que pourrait engendrer le retard dans leur formation, font écho auprès de leurs collègues non encore inscrits. Les cours ont effectivement démarré parce que nous venons à peine de sortir de la classe. Nous étions en finances publiques avec notre professeur, Dr Abdoulaye Diallo, qui est aussi le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc nous avons bien repris les cours. L'engouement n'est pas tellement total, mais toujours les gens ne font que venir. Depuis le matin déjà à 6 h, moi je suis là et je suis délégué de classe. Nous continuons la mobilisation, les gens ne font que venir. Pour le moment, les enseignants présents continuent de donner les cours en attendant que leurs collègues les rejoignent pour l'accomplissement de la mission de formation dont ils ont la charge. Le groupe Guicopress innove. L'entreprise vient de se doter d'un laboratoire moderne. C'est un labo pour le contrôle des matériaux de construction de routes. Une grande première dans la sous-région. Le groupe prend ainsi son autonomie dans l'analyse des matériaux. Mangafodé Touré. Les travaux publics, un domaine de prédilection du groupe Guicopress, un secteur dans lequel l'entreprise s'investit sans relâche pour qualifier ses prestations. Ce nouveau laboratoire s'inscrit dans cette tradition de Guicopress en quête de l'innovation et de leadership dans la sous-région. Installée par la société française Controlab, cette dernière technologie est équipée d'outils pour le contrôle des granulats, des bétons, des enrobés et des traitements de sol. J'ai fait plus ou moins la sous-région et nous fournissons d'ailleurs dans la sous-région et donc nous savons qui a le matériel adéquat ou pas. Et en ce net moment, Guicopress est à la pointe du matériel géotechnique. Ce nouveau laboratoire va permettre à l'entreprise d'effectuer ses tests à l'interne et réduire le temps d'analyse des matériaux pour le respect des délais d'exécution des travaux. Guicopress a atteint une taille suffisamment importante pour qu'elle ait son propre laboratoire de manière à faire les essais en interne. Et c'est surtout pour moi en termes un gage de qualité et en tant que directeur technique un grand soulagement, tout simplement parce qu'on peut automatiquement avoir une plus grande réactivité. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que Guicopress est en train d'aller effectivement vers l'excellence. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de laboratoire est une entreprise qui travaille avec beaucoup de risques sur la qualité du produit fini. Guicopress s'est offert ces équipements, c'est pour qualifier notre travail. Comme vous n'êtes pas sans savoir qui veut aller à la qualification, doit obligatoirement s'offrir un laboratoire géotechnique. À travers cet autre bijou, Guicopress poursuit son combat pour une société irréprochable et parfaitement adaptée à la concurrence. Et tant mieux pour la Guinée, capable de compter désormais sur ses propres talents. Les opérations de déguerpissement le long des routes urbaines, elles donnent déjà des résultats. La circulation routière est actuellement fluide. Les autorités policières se disent satisfaites du déroulement de la campagne. Issa Gabar et Saliouba. Une semaine après le démarrage de l'opération de déguerpissement, le directeur national de la compagnie mobile d'intervention de sécurité est sur le terrain. Le colonel Ansoumane Kamara et sa troupe sont venus évaluer l'impact des récentes actions de déguerpissement sur les voies publiques. L'officier de police s'est dit satisfait de ce bilan à mi-parcours. Le constat ce matin, vous étiez avec nous de Amdalaï, en passant par Bambeto, Koza, Anko 5, jusqu'à Kagbelen, descendant par kilomètre 36, jusque là où nous sommes à la tannerie. Le bilan, il est positif. Ensemble, on va corriger au fur et à mesure, puisque c'est un plan qui s'étend à 3 mois. Donc il va sans dire qu'on ne peut pas d'abord crier victoire. On n'a même pas fait 1 mois, nous sommes qu'à 2 semaines. Toutefois, certains lieux déguerpis commencent à être réoccupés par des automobilistes et autres étalagistes.
Comme ici à la casse de Madina où la chaussée reprend son image de garage auto et lieu de vente des pièces détachées. Les occupants sont aussitôt déguerpis et une brigade est déployée sur les lieux pour assurer désormais le suivi. À partir d'aujourd'hui, on va déployer les barrières qui ont été fabriquées pour déterminer les angles pour que, à partir des ronds-points, qu'il n'y a pas d'embouteillage, qu'il y ait des fluidités. Vous savez, les ronds-points de Conakry sont faits de façon que c'est des grands ronds-points. C'est grand et c'est vide, c'est pas aménagé, donc ça amène les gens à occuper certains espaces. Depuis le lancement de cette campagne visant à libérer la voie publique, la circulation devient progressivement fluide sur les routes de Conakry. C'est le résultat de l'exercice quotidien de 914 agents déployés. Des agents exhortés à poursuivre le travail pour l'intérêt général des usagers de la route. Du coup, cette campagne relance une problématique, celle du contrôle technique sur les véhicules. Le groupe Civita se positionne depuis plusieurs années sur le marché, mais il a du mal à lancer effectivement ses activités. Le blocage, selon le PDG de l'entreprise, se trouve au niveau du ministère de l'Industrie. Mabintila Issouma. Rétablir la visite technique automobile, un défi pour l'entreprise Civita Guinée. Cet ancien spécialiste mène depuis quelques années la bataille pour la relance du secteur. De nouveau face aux médias, son rêve pour ce grand projet connaît encore quelques limites. Civita aussitôt a créé, a mis les fonds en place, a eu le terrain, a fait des études sur les différents terrains, ça a échoué et tout récemment, l'instruction présidentielle a été qu'on nous facilite de donner l'ANTA. L'ANTA a été donné, on a fait nos études, on a été envoyé à un ministre et ce ministre continue à me retarder. Sinon, les équipements sont là, les financements sont là, les techniciens sont formés, ils sont dans les centres qui sont à l'intérieur du pays. Ils n'attendent que ça pour qu'on nous fassions l'éclosion. Le projet connaît des avancées par endroits, entre autres la disponibilité de certains équipements et une main-d'œuvre outillée. Depuis 1990, Civita Guinée veut doter le pays d'une unité de révision technique des automobiles. L'objectif est de limiter les pannes de véhicules et les accidents de la route. Au ministère de l'Industrie, une assemblée élective vient d'être organisée. Le bureau syndical est reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. C'est la rançon des réformes porteuses qu'il a engagées et qui ont séduit les travailleurs. Abdul Karim Kamara. En 2014, plusieurs réformes sont menées au ministère de l'Industrie. Des changements apportés en vue d'améliorer le cadre de travail. Ce grâce à l'esprit d'équipe entre le syndicat et les responsables du département. C'est dans ce contexte que les travailleurs réitèrent leur confiance au bureau syndical. L'indéboulonnable Adja Maïmouna Kourouma est reconduite avec son équipe pour un mandat de 3 ans. Avec la grâce de Dieu, si j'ai la santé, si je ne meurs pas, je préconise faire aussi des changements à l'interne ici, à la satisfaction de tous les travailleurs. Qui dit syndicat, c'est surtout des affaires sociales, hein, parce que c'est le social qui prime en Guinée ici. Quand tu connais vraiment la ressource humaine et tu es à l'écoute vraiment des travailleurs, tu connais leurs problèmes, tu seras toujours vraiment bienvenu. Les travailleurs de l'industrie estiment que leur département peut se prévaloir d'un exemple, celui d'une bonne orientation et gestion du personnel. Les 15 membres du bureau sont installés conformément au texte de loi de la CNTG. Pour cette centrale syndicale, le respect des chefs doit prédominer. La CNTG lance un appel absolu à tous les adhérents, à tous les affiliés de la CNTG, le respect des textes. Un bon travailleur dit quelqu'un d'exemplaire, parce que le syndicat ne défend que la vérité. Ce que je demande à l'équipe nouvelle qui va être mise en place, c'est de suivre l'exemple de l'équipe ancienne qui a fait du très très bon travail et je souhaite que nous puissions continuer dans ce sens. Pour la 4e fois de suite, les membres du bureau syndical de l'industrie sont réélus à l'unanimité. La rencontre a été ponctuée surtout par le souhait de multiplier les sessions de formation à tous les niveaux.
En troisième titre de l'actualité ce soir, saponification et teinture à Kaloum. Le groupement dénommé Femmes Dynamiques s'implique dans ces deux activités. Leur ambition, approvisionner le marché local en savon et valoriser le textile guinéen. Dans ce reportage de Maïmouna Bella Diallo, ces femmes expliquent elles-mêmes leur art. Suivez. Le concept FDK, une PME, un seul pari. L'autonomisation des femmes de Kaloum. Dans cette volonté, les femmes dynamiques de Kaloum ont fait de la saponification et la teinture leur cheval de bataille. Depuis, le groupement travaille au succès de ce projet basé sur la promotion de la marque guinéenne. Nous sommes réunis pour faire un travail qui peut aider toutes les femmes de Kaloum. Sans le travail, la femme n'est rien. Avec les produits de base et un procédé quasi naturel, ces femmes entrepreneurs parviennent à raffiner plusieurs types de savons aptes à la consommation locale, voire étrangère. Un génie doublé de leur engagement à revaloriser la beauté et l'authenticité du textile guinéen. La teinture, d'abord on coupe le bazin en 5 mètres pour un drap de 4 places. On envoie pour attacher, pour mettre les modèles dessus. On commence la teinture. Saponification, quand tu mets soude caustique 1 kg, tu mets l'eau, tu commences à remuer, tu mesures l'huile aussi. Tu mets l'huile, tu mets silicate, tu remues ça aussi. Tu mets le parfum et soude caustique, tu mélanges avec. L'autonomisation des jeunes et des femmes demeure surtout et avant tout l'ambition première du chef de l'État. Consciente de cela, nombreuses sont les bonnes volontés qui partagent ce projet avec les FDK, les femmes dynamiques de Kaloum. Hadja Saran Diawara en est une. Récemment, elle a financé l'initiative à hauteur de 20 millions de francs guinéens. Ce qui m'a motivée, parce que je suis femme. Je suis mère, je suis grand-mère, je suis guinéenne, je suis citoyenne. Pour accompagner le professeur Alpha Condé, parce que tout temps chacun doit faire son mieux pour l'aider. Le président Alpha Condé ne peut pas tout faire. J'ai promis à ces femmes la consommation du porc en omo, en savon et même en tissu, ça sera l'apanage de ces femmes. La teinture qu'elles font, elles sont appréciables, mais elles ont besoin d'être appuyées pour perfectionner davantage la teinture. Fidèles aux idéaux du chef de l'État, les femmes dynamiques de Kaloum plaident pour une Guinée forte avec les efforts de toutes les composantes. Un appel à la solidarité traduit dans cette PME et prise de développement. Pas de danse que nous allons refermer cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Le district de Badi, dans la préfecture